Bonjour et bienvenue pour notre webinaire, notre forum en ligne numéro 5, qui est aujourd'hui consacré à l'économie circulaire. Alors, c'est quoi l'économie circulaire? Écoutez, c'est tout simple, hein, c'est le contraire de l'économie linéaire. L'économie linéaire consiste à prélever des matières premières non renouvelables, à les transformer, et puis quand le produit est devenu à obsolescence, à le jeter, à le détruire. L'économie circulaire, c'est le contraire, c'est-à-dire on ne jette pas, on réutilise la matière, on conçoit le produit de façon à ce qu'il puisse être régénéré. Et on le conçoit de cette façon-là. Bref, on ne va pas y revenir, vous allez avoir des tas d'exemples. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que l'économie circulaire est une réponse au défi des ressources qui est posé à l'échelle planétaire, au défi de l'environnement, et que c'est un des piliers de REF 3 qui se retrouve dans les actions prioritaires de la région. Et d'ailleurs, après-demain, jeudi, Aurore Colson, conseillère régionale déléguée à l'économie circulaire, va présenter une feuille de route au Conseil régional, une feuille de route sur l'économie circulaire. Donc, on est vraiment en pleine actualité et je passe la parole à Aurore Colson, qui, sans dévoiler évidemment ce qu'elle sera amenée à présenter jeudi prochain, pour quand même tracer les grandes lignes de ce sujet qui est un sujet vital et essentiel, stratégique pour REF 3. Merci Philippe. Alors oui, sans dévoiler ce que sera la feuille de route, mais en quelques mots, déjà, pour commencer, je pense qu'il est essentiel de redire que quand on parle d'économie circulaire à l'échelle régionale, on a des mots clés qui viennent et qui reviennent et qui sont importants, il me semble. C'est l'ambition, c'est la volonté et c'est le collectif. Trois mots qui ont du sens ensemble et qui font vraiment système. Je pense que c'est l'ADN des transitions que nous menons collectivement en Hauts-de-France. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, on va pouvoir aborder sereinement les enjeux de demain. Alors, au-delà des défis que vous venez d'annoncer, Philippe, le développement économique aussi, l'économie des ressources, la décarbonation, la coopération sont des enjeux essentiels pour nous en région et c'est ceux que l'on retrouvera dans notre feuille de route. Comment concrètement la région va s'inscrire dans ces défis? Alors, les enjeux que nous partageons, on a surtout une volonté politique. Alors, la région est chef de file en matière économique, elle l'est aussi pour ce qui concerne les transitions et notamment l'économie circulaire. Et donc, à ce titre, on souhaitait envoyer un signal fort en faveur d'un changement de modèle à l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi les acteurs de territoire de la région. Et vous avez certainement entendu et lu que l'économie circulaire était au cœur du plan de soutien et de relance de la région. Le président Bertrand y est très attaché et on parle de pacte durable régional. Donc là aussi, tous les mots ont un sens et c'est loin d'être anodin parce que l'économie circulaire doit vraiment nous permettre de préparer l'économie de demain. Alors cette volonté, elle va s'inscrire dans l'adoption de cette feuille de route, donc comme vous l'annonciez jeudi, donc dans 2 jours. Et cette feuille de route, elle va décliner opérationnellement les réponses à ces enjeux. Alors bien entendu, elle s'inscrit dans la dynamique de REF 3, on ne part pas d'une feuille blanche, loin de là, mais il faut qu'on profite de cette dynamique pour aller encore plus loin et faire de la région un territoire qui soit pilote sur tous ces sujets. Notre feuille de route, elle va donner à voir les enjeux, mais elle veut surtout être une feuille de route qui soit opérationnelle, avec d'un côté, en inventant les nouveaux modes de production et de consommation, mais aussi en renouvelant les coopérations entre les différents acteurs. Et c'est un point qui est essentiel également. Et puis, ça sera une contribution forte, surtout aux ambitions régionales en matière de développement économique et en matière d'emploi. L'idée, c'est vraiment de mieux produire, mieux consommer, de produire différemment, de consommer différemment. Et pour modifier en profondeur nos modèles, on aura plusieurs leviers. Tout d'abord, il va falloir nous permettre aux habitants d'avoir une consommation qui soit durable et accessible. Et les deux sont importants. On ne peut pas juste être durable, il faut qu'elle soit accessible aux habitants de notre région pour répondre à leurs aspirations, notamment de consommer responsable. Et je pense que la crise sanitaire que nous vivons montre aussi ce besoin et ces attentes de nos habitants. Ce sera aussi l'occasion de créer des opportunités d'activité pour nos entreprises en mettant en œuvre ces nouveaux modèles. Vraiment, l'économie circulaire, c'est une opportunité pour les entreprises et non pas une contrainte. C'est une opportunité pour s'adapter, pour anticiper. Et ça, vraiment, il faut que l'on donne
à nos entreprises la façon de le voir et de le concrétiser. Et puis, c'est aussi l'occasion d'obtenir la compétitivité durable pour nos entreprises et nos territoires. Quand on parle d'approvisionnement local des ressources matières, c'est aussi une façon de fixer les entreprises sur le territoire. Et en termes d'indépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, et là aussi, Dieu combien notre crise actuelle le montre et le démontre, il faut qu'on puisse créer des boucles locales à moindre coût et donc pour être beaucoup plus dépendant et répondre au mieux aux enjeux de demain. Et puis l'économie circulaire, c'est aussi de la coopération et c'est un enjeu vraiment qui est important au-delà de l'enjeu économique qui est essentiel. Parce que l'économie circulaire, on ne pourra la réussir que dans une dynamique collective. Et là aussi, la région a tout son rôle à jouer. Il faut que tous les acteurs puissent s'engager. Alors, on sait le faire en région, hein, nous l'avons démontré avec la dynamique REF 3, mais je pense qu'il nous faut aller encore plus loin. On est vraiment sur une période charnière où il faut qu'on change de modèle et de gap. Et puis, traiter l'ensemble de la chaîne de valeur d'une filière, c'est ce que l'on va souhaiter mettre en place avec cette feuille de route, c'est autour d'enjeux, par exemple, des métaux rares, du plastique, des sédiments, de la déconstruction, c'est beaucoup de sujets sur tous les acteurs doivent être impliqués et incités et tout le monde doit comprendre, bien entendu, l'intérêt de s'engager dans ces démarches. Pour développer cette dynamique, parce qu'à un moment donné, pour accompagner concrètement le passage de nouveaux modèles de développement, on parle aussi de la question financière. Et il y a des fonds dédiés. Alors, il y a le Fratri, bien entendu, que beaucoup connaissent déjà, qui est porté conjointement avec l'ADEME. Mais on peut aussi compter sur le plan de relance européen avec les fonds de transition justes. Et puis la nouvelle programmation du FEDER. Donc, on sera aussi au rendez-vous de l'accompagnement financier de l'ensemble des acteurs économiques, et ça, c'est important. Les projets, ils fourmillent sur le territoire régional, des plus petits aux plus grands, certains qui sont déjà matures, d'autres qui ont encore besoin d'être qualifiés, d'être accompagnés. En tout cas, nos équipes sont prêtes, elles sont au rendez-vous. Je suis vraiment convaincue que tous, territoires, entreprises, les plus grandes aux plus petites, les habitants également, on a tous intérêt à ce que la région des Hauts-de-France s'engage résolument, en tout cas sur le chemin d'une économie qui soit compétitive, qui soit durable, qui soit engagée dans nos territoires, qui soit créatrice d'emplois, le tout dans une région qui soit plus indépendante en ressources, en énergie et surtout plus respectueuse de son environnement. Voilà en quelques mots, en quelques lignes, en tout cas, l'ambition que nous allons porter en région pour l'économie circulaire et pour nos modèles de demain. Merci Aurore pour votre enthousiasme et pour votre engagement. Moi, je partage tout à fait votre conviction. L'économie circulaire, c'est un pilier important pour F3 bien sûr, mais pour l'ensemble de la région, avec des impacts dans le domaine économique, dans le domaine environnemental, dans le domaine social aussi, parce que l'économie circulaire, c'est un potentiel d'emploi considérable. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce domaine pour les Hauts-de-France? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le domaine de l'emploi? Eh bien, je vous propose de prendre connaissance d'une étude qui a été réalisée par l'ADEME, dont vous avez évoqué le rôle majeur, Aurore. Étude qui a été conduite dans 4 domaines, le bâtiment résidentiel, la plasturgie, le textile et l'alimentation. Étude dont Agnès Jacques, directrice déléguée régionale de l'ADEME, va nous présenter les conclusions dans un instant. Agnès? Oui, voilà, je me suis reconnectée, y compris avec l'image. J'espère que vous m'entendez. Voilà, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons pu mener dans le cadre de la dynamique REF 3 avec nos partenaires, que sont la mission REF 3, la région, la Chambre de commerce et d'industrie régionale et l'État, une étude prospective pour essayer d'imaginer ensemble un avenir plus circulaire sur 4 filières stratégiques dans la région. Donc d'abord la performance énergétique dans le logement, puisque vous le savez, on a aussi des ambitions fortes sur la rénovation énergétique du logement. Donc on s'est interrogé sur ce que ça représente en consommation de ressources matières et en potentiel de développement d'activités dans notre région si l'on recycle davantage, si l'on fait davantage appel à des matières premières biosourcées que l'on produirait localement, si on réemploie les matériaux in situ, bref, si on revisite cette manière de rénover les logements ou d'apporter la performance énergétique dans les nouvelles constructions. Donc ça, c'était la première filière.
La deuxième filière, c'était celle des plastiques. Et là, quand je dis filière, on est plutôt dans un vaste domaine avec les plastiques, avec aujourd'hui une très forte dépendance en termes d'approvisionnement au pétrole et aux produits pétroliers. La quasi-intégralité des matières plastiques en sont constituées. Et donc, on retrouve le plastique dans tous les domaines de la vie courante, puisque il occupe une place prépondérante dans le secteur de l'emballage, dans le domaine automobile, dans le second œuvre du bâtiment, dans les travaux publics également, et puis dans le domaine de la santé, dans celui des loisirs, dans tous nos produits électriques et électroniques, du plus petit au plus grand. Donc, vaste domaine et fortement dépendant en termes de ressources. Et donc là, on s'est intéressé aussi à l'évolution de la demande. Est-ce qu'on peut faire évoluer nos pratiques, utiliser moins de plastique à usage unique si cette matière est évitable ou substituable, allonger la durée de vie des produits, favoriser les nouveaux modes de consommation, et puis également regarder aussi la substitution de ce fameux produit issu du pétrole par des matières recyclées ou par le potentiel sur le biosourcé. Troisième filière, c'était celle des textiles. Donc les textiles à la fois techniques dans les différents usages professionnels ou des applications techniques, et puis également les textiles à usage domestique, c'est ce qu'on appelle la mode, et la tendance à une mode plus circulaire qu'on est en train de bâtir en région. Et donc là aussi, quelle évolution sur l'aspect sociologique, quelle évolution de notre consommation, partant d'une mode à consommation un peu accélérée et peu durable aujourd'hui, qu'on appelle la fast fashion, vers une mode plus engagée et responsable. Et puis, comment peut-on aussi fixer ou réimplanter de l'activité dans notre région? Il faut se rappeler qu'on est producteur de fibres naturelles. On est une des premières régions en Europe de production de fibres de lin. Donc, une fibre à la fois naturelle et respectueuse de l'environnement de par ses faibles impacts. Et quatrième filière qu'on a étudiée ensemble, c'est celle de l'alimentation durable, l'évolution des pratiques alimentaires et surtout l'évolution à la hausse des circuits courts dans l'alimentation, que ce soit en alimentation directe, mais aussi par le biais de la transformation ou de la restauration collective, par exemple. Pour l'ensemble de ces 4 filières, on a regardé donc des trajectoires d'évolution des consommations de matières, encore une fois par l'évolution du besoin, mais aussi par la transformation des modes de production, incorporant davantage de matières biosourcées ou récupérées, et puis allongeant aussi la durée d'usage. On a regardé ces filières et on a regardé les impacts sur l'emploi de ces 4 filières. Donc on arrive pour un scénario médian, c'est-à-dire qui conjugue un certain nombre d'hypothèses sur des leviers à la fois technologiques, comportementaux, des leviers incitatifs, pour les acteurs, un scénario médian ou un scénario ambitieux où on a poussé un petit peu plus les feux sur les consommations de ressources. On arrive à un potentiel d'emploi à horizon 2030 d'environ 30 000 emplois sur ces 4 secteurs que je viens de décrire, et des emplois qui sont soutenus par un rapprochement de l'offre et de la demande, le développement des circuits courts dans l'alimentation par exemple, par la relocalisation d'activités ou le développement dans le secteur des textiles, par un chaînage entre la collecte et le recyclage des matières plastiques et leur réintégration dans l'industrie de la plasturgie régionale, ou encore par le développement de l'usage des biosourcés pour l'isolation des bâtiments, ainsi que le développement du réemploi et du recyclage des matériaux de construction, que ce soit les matériaux inertes ou les autres produits du second œuvre, donc en favorisant à la fois une meilleure connaissance des ressources qu'on mobilise sur les chantiers, mais aussi leur tri, leur recyclage. Tout ça nous a donc amené à cette estimation. Dans le périmètre des filières étudiées, on n'a pas été jusqu'à étudier les effets induits, par exemple, de changement de modèle économique, davantage d'économie de la fonctionnalité, par exemple dans la consommation de vêtements, aller plus vers de l'achat d'occasion, de la location, de la mutualisation, etc. On n'a pas chiffré finalement d'autres effets induits bénéfiques pour l'économie. On est resté sur le lien avec les consommations traditionnelles de ressources, mais on a déjà ce chiffrage. Donc en résumé, la sobriété dans la consommation des matières et le développement des alternatives, ainsi que le développement des filières locales, c'est ce potentiel de 30 000 emplois directs et indirects à horizon à moyen terme, à horizon 2030, dans notre périmètre d'études. Associé à ça, on a bien regardé aussi les incidences sur les métiers
et les parcours professionnels, parce que cela va bien évidemment impacter un certain nombre de secteurs d'activité et de trajectoires professionnelles dans ces secteurs. Si je peux le résumer peut-être en trois grandes étapes, par exemple dans un secteur productif traditionnel, il faut préparer cette transition, cette transformation des modes de faire. Il faut ensuite l'engager concrètement en revisitant des techniques ou des procédés dans l'entreprise. Et puis réaliser pleinement la transition, c'est réussir la mutation de l'offre, la mutation de ce modèle de développement. Et donc ça implique à la fois de travailler sur la connaissance des marchés, la connaissance des matériaux, une bonne caractérisation et une appropriation notamment par les politiques d'achat. Ça nécessite aussi de la recherche et développement pour adapter les procédés et pour les industrialiser, pour passer à grande échelle. Ça nécessite aussi un accompagnement, bien sûr, en aval des acheteurs et des consommateurs pour favoriser l'évolution des comportements, pour donner confiance dans les nouveaux produits et les nouvelles offres qui arrivent sur le marché. Et puis, ça nécessite aussi, bien sûr, pas mal de travail sur toute cette chaîne pour rapprocher les acteurs, pour favoriser la qualité à toutes les étapes. Si on traite de nouveaux matériaux, il faut bien sûr assurer aussi leur qualité et leur valeur d'usage dans les différentes étapes. Et puis, d'autres activités, bien sûr, nécessaires pour accompagner, soutenir au plus proche, donc l'action publique, l'action vers les acteurs de la société pour réaliser les synergies, pour favoriser la réussite des coopérations qu'évoquait Aurore Colson tout à l'heure. Et donc, c'est tous ensemble et en imbriquant vraiment les étapes et les acteurs que l'on réussira cette transition en la préparant au mieux et en engageant au mieux, bien sûr, tous nos acteurs et nos secteurs d'activité à l'échelle régionale. Merci beaucoup pour cette présentation très, très concise, mais qui montre l'importance du sujet. Alors, vous le rappelez, votre étude portait sur 4 secteurs qui offrent beaucoup d'opportunités. Je rappelle, le bâtiment, enfin l'énergie, le bâtiment résidentiel, la plasturgie, le textile, l'alimentation, avec un enjeu qui, pour 2030, peut aller jusqu'à 30 000 emplois directs et indirects. Bon, et on peut aller au-delà dans l'économie circulaire, parce qu'on pourrait rajouter, nous allons le faire, aux 4 secteurs que vous venez de citer, on peut rajouter les produits biosourcés, on peut rajouter les terres rares et les métaux stratégiques, on peut rajouter les sédiments, et on peut rajouter d'une façon générale l'écologie industrielle et territoriale. Et dans tous ces domaines, ici, dans la région des Hauts-de-France, nous avons déjà enregistré, dans le cadre de REF 3, des réalisations concrètes. Alors j'aimerais bien pouvoir procéder à un panorama complètement exhaustif, ce n'est pas possible, mais on peut toujours aller retrouver sur notre site des enjeux beaucoup plus complets. Mais je voudrais citer, si je peux me le permettre, quelques exemples dans les différents domaines, dans les 8 domaines que nous venons d'évoquer. Alors le textile, par exemple. Textile et mode circulaire. À Roubaix, chaque année, on organise ce qu'on appelle les Fashion Grease Days, qui est un forum national de la mode circulaire. Et cette année, il y a eu un prix, le coup de cœur REF 3 qui a été décerné, et c'est l'entreprise Hero, qui est à Roubaix, qui l'a reçu. Cette entreprise fabrique des sweats à partir de bouteilles de plastique recyclées. Toujours à Roubaix, la Gentle Factory fait des vêtements neufs avec des vieux. Enfin, disons qu'il y a un recyclage de fibres textiles et une production de zéro déchet qui permet précisément d'entrer dans ce cycle vertueux de la mode circulaire. Deuxième secteur, l'alimentation durable. À Saint-Quentin, dans l'agglomération de Saint-Quentin, on a mis en place un programme qui s'appelle Régal, qui est cofinancé avec l'ADEME et qui, en fait, permet d'avoir un réseau limitant le gaspillage alimentaire. Et puis, si on étend dans le domaine agricole cette préoccupation concernant l'alimentation, et pas seulement l'alimentation, mais à toute l'agriculture, j'insiste sur la méthanisation, qui est un pilier aussi là de REF 3, une technologie clé de l'économie circulaire qui fait de notre région un pionnier en la matière. Ou encore la transformation en matériaux de déchets alimentaires. Oui, ça paraît peut-être bizarre. Sachez que Ethnisy à Roubaix, par exemple, fait des dalles avec des coquilles de moules et des pots de fleurs avec du marc de café. Bon, ce sont des choses qui se font. Et d'ailleurs, on a des contrats d'objectifs d'économie circulaire pour la gestion des biodéchets, par exemple à valeur N comme le département,
Bref, dans le domaine de l'alimentation durable et de l'agriculture, l'économie circulaire a toute sa place. Troisième secteur sur lequel je veux me pencher quelques instants, les matières plastiques. On en a déjà pas mal parlé, des matières plastiques. Alors, quelques exemples. HPI, Hainaut Plastique Industrie à Cambrai, qui recycle le plastique présent dans les pare-brises, ou AJDK Plast à Caudry, qui a mis en place un nouvel équipement permettant de transformer des matières premières qui ne pouvaient pas être traitées jusqu'à présent, ou encore Aleka, Norpalplast à Aleka, qui met en place une nouvelle technologie de tri optique pour recycler les bouteilles de plastique. L'économie circulaire, c'est aussi de la modernité. Et enfin, un dernier exemple dans ce domaine, c'est le lycée Condorcet à Saint-Quentin, qui est un lycée fabrique Rêve 3 et qui transforme le plastique récupéré en skateboard grâce à une imprimante 3D. Ça ne s'invente pas, c'est du réel. Hein. Quatrième thématique, l'écologie industrielle et territoriale. Là-dedans, on a des projets qui sont des projets considérables, notamment dans le Dunkerquois. C'est vraiment un projet qui est, je ne vais pas dire pharaonique, mais qui est vraiment très important. Mais on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine dans le webinaire du 24 novembre qui sera consacré à l'industrie décarbonée. Je vous invite vraiment à nous suivre dans ce domaine-là. Et puis, si on veut prendre d'autres exemples en la matière, en dehors d'ArcelorMittal à Dunkerque, il y a aussi la valorisation des déchets des cartonneries de Gondardenne. Vous allez sur notre site, vous verrez, c'est très spectaculaire. Cinquième thème, les produits biosourcés. Là encore, nous aurons un webinaire le 1er décembre qui sera consacré à ces produits biosourcés. Deux exemples simplement pour, disons, servir en quelque sorte d'introduction. La coopérative La Linière qui est à Bourbourg, donc je répète, La Linière à Bourbourg, et qui valorise des ananas de lin, c'est un des sous-produits, enfin je vais dire presque des sous-produits du lin, et qui en fait du béton à destination du bâtiment. Là, oui, à partir du lin, on peut aussi faire des matériaux qui servent au bâtiment. Ou encore, autre exemple, Innovafeed, qui produit des protéines d'insectes dans une logique qui est une logique à la fois circulaire et locale. Sixième thème, les terres rares et les métaux stratégiques. Là, je voudrais juste citer Iceberg, deux initiatives, Terra Nova Développement, très, très important dans le domaine de cette problématique des terres rares et des métaux stratégiques, ou encore Oui Metallica, qui s'est spécialisé dans le recyclage de cartes de circuits importés. C'est important parce que les métaux stratégiques, ça pose vraiment des problèmes de disponibilité, et le fait de pouvoir jouer sur l'économie circulaire apporte des solutions à des questions qui aujourd'hui pourraient nous mettre en difficulté dans un contexte international. Septième élément, les sédiments. Alors on a dans la région une démarche qui a été impulsée par le conseil régional qui s'appelle le Sédimatériaux, qui a été conduite avec le CD2E, avec l'IMT de l'île Douai, et qui est devenue une référence nationale pour la valorisation des sédiments portuaires et fluviaux. Et nous avons 16 projets qui ont été retenus dans ce cadre. Et puis il y a d'autres applications que l'on peut citer qui sont en cours. VNF, Voie navigable de France, avec des bétons sédimentés, l'île Métropole qui valorise des sédiments fluviaux dans les travaux publics, la chaire Ecocède qui a été fondée par l'IMT l'île Douai et qui travaille sur la fabrication de matériaux composites 100% recyclés à base de 80% de sédiments. Et puis il y a également des études qui sont conduites pour la valorisation agronomique des sédiments. En quelque sorte, ça permet de recréer de la terre végétale. Alors voilà, je pense qu'on a fait un panorama assez large et comme vous le constatez, les champs couverts par l'économie circulaire sont très vastes et les initiatives sont très nombreuses. Et les entreprises qui souhaitent s'engager dans cette démarche peuvent être accompagnées. D'ailleurs, elles peuvent être accompagnées d'une façon générale pour toute transformation, pour tout changement de modèle rentrant dans le cadre de Rêve 3. Là encore, je vous invite à aller sur le site Rêve 3 où vous trouverez une liste complète des accompagnements qui sont proposés par la Chambre de commerce et d'industrie aux entreprises. J'ai vu apparaître quelques logos d'entreprises qui avaient été accompagnés dans ce cadre-là. Et puis, vous avez toujours la possibilité, je vous le rappelle, de s'adresser à nous. Vous faites contact@rêve3.fr
pour obtenir tous les compléments et toutes les réponses à vos questions. Alors, je voudrais, puisqu'on vient de parler des accompagnements que nous pouvons apporter, donner le témoignage d'une entreprise dans un domaine qui est un domaine traité aujourd'hui, c'est celui de l'économie circulaire, et particulièrement l'économie circulaire dans le secteur, on va dire, on verra tout à l'heure sur le bâtiment, mais sur l'économie circulaire, je voudrais mettre en avant l'entreprise Astradec Environnement, qui est à Arques. Arques, c'est dans le Pas-de-Calais, comme tout le monde le sait. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Agnuret, qui est directeur général d'Astradec Environnement, et avec, là, je crois, une démarche qui a été une démarche exemplaire dans la coopération que mettait d'ailleurs en lumière tout à l'heure Aurore Pulson, et qui est l'essentiel de l'apport que nous pouvons faire dans le cadre de REF3. Franck Agnuret, vous êtes avec nous et je vous passe donc la parole pour votre témoignage. Merci, Monsieur Vasseur. Alors, exemplaire, je ne sais pas, en tout cas, elle était très utile, cette démarche. Alors, exemplaire, c'est-à-dire que vous êtes un exemple. Voilà. Donc, pour resituer un peu qui est Astradec, c'est une boîte familiale qui a 35 ans, qui a été montée par Eric B à cette époque-là, qui a démarré comme beaucoup de boîtes dans ce domaine-là, dans le domaine du pompage de fosses septiques et ce genre de choses, qui s'est tourné ensuite au contact des industriels du coin, les papetiers notamment, et a développé ses activités dans ce cadre-là, dans l'accompagnement de services. Et aujourd'hui, donc, c'est une entreprise qui possède 3 pôles d'activité. Un pôle solutions et services dans lequel on développe des activités d'assainissement et de déshydratation de boue urbaine et industrielle, donc pour réduction des volumes. Ça, on le fait sur le territoire national et maintenant en Suisse, qui sont en train de développer de l'activité là-bas. Une activité organique biomasse dans laquelle on valorise les matières organiques, avec également un bureau d'études sur lequel on rayonne au niveau national sur les plans d'épandage de boue pour les stations d'épuration. Et puis notre, on va dire, fleuron aujourd'hui, notre division valorisation matière, dans laquelle on réalise la collecte et le traitement des déchets issus des collectivités ou de l'industrie. Alors, nos métiers, donc le recyclage, c'est une vraie culture dans la boîte. Vous savez, quand l'enfouissement représente 10 millions d'euros de factures par an, ça rend tout le monde intelligent, créatif et en tout cas besogneux. Et on a une vraie culture de ça dans la boîte pour essayer de trouver des systèmes de valorisation. Et au plus bas de l'échelle, en fait, tout le monde est impliqué là-dedans. On a effectivement eu recours à l'accompagnement REF3 par le dispositif 4.3RI, à un moment où justement on avait besoin de développer nos centres de tri en technicité, au fur et à mesure que les matières évoluent, et on a besoin d'investir de plus en plus pour séparer ces matières, pour être de plus en plus loin dans la valorisation, en lien aussi, et j'en parlerai peut-être un peu après, mais de l'exigence des filières de valorisation derrière. Et on avait besoin donc d'investissement. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait une levée d'obligations, c'est sous forme d'obligation, donc on rembourse à tous les trimestres, et puis il y a un in fine qui s'en va 5 ans après, et qui nous a permis d'investir dans des outils de tri. Donc, je ne développe pas les process, mais donc d'améliorer nos lignes de tri sur l'ensemble de nos 6 centres de tri qu'on a dans le Nord Pas-de-Calais. Alors, on en a aussi autre part, mais en tout cas, c'est ceux-là qui étaient concernés par le dispositif. Et ça nous permet aujourd'hui d'être en position de passer l'étape suivante et d'aborder des vrais virages et des vrais tournants qui sont dans l'accompagnement de la transition énergétique, avec 2 grands projets. Un projet Upcare qu'on a sur l'Audomarois ici, puisqu'en fait, on veut déménager et puis redévelopper nos métiers de façon un peu plus large. Donc une réimplantation, et avec surtout un projet, donc Upcare, j'ai dit, une unité de production de combustibles alternatifs issus du recyclage, le CSR, donc, qui est aujourd'hui l'étape logique, on va dire, du tri qu'on réalise aujourd'hui, qui arrive, on va dire, à son niveau quasiment ultime par rapport aux moyens qu'on peut avoir en mécanique, et derrière d'aller rechercher les matières au PCI pour en fabriquer des combustibles. Dans ce projet, on imagine également d'y adjoindre une chaudière pour valoriser, parce qu'aujourd'hui, le problème du CSR, c'est aussi de trouver des filières pour les valoriser. Donc, on a un projet dans lequel on fera une unité de production de CSR, une chaudière, et derrière, l'alimentation d'un sécheur pour réduire des volumes de boue. Donc, tout ça sur Arques, avec une ambition à 100 000 tonnes de CSR et 80 000 tonnes de séchage de boue. Là, ça va nous occuper un petit peu pendant les mois et années à venir. Et là, c'est un projet qu'on va bientôt présenter donc, aux institutions, dont vous faites partie. Mais donc, on est en train de sortir ça des cartons. Et on aura encore besoin d'accompagnement des institutionnels.
Et puis un autre projet qui est aussi en lien avec l'énergie issue des matières recyclées, qui est un projet de fourniture de vapeur d'eau et de chaleur à un hôpital et de papeterie, ici aussi dans la région. Bon, il faut savoir quand même que les deux projets, le premier projet fait 30 millions d'euros d'investissement, le deuxième fait 60 millions d'euros d'investissement. Donc c'est quand même des projets conséquents pour des boîtes comme les nôtres. Et on sera bien évidemment à l'écoute de tous vos accompagnements possibles. Merci beaucoup. Il y a une chose qui est très importante dans ce que vous avez présenté, alors on est vraiment dans le cas concret, c'est la dimension territoriale qu'évoquait Aurore Colson tout à l'heure. Quand on est dans l'économie circulaire comme on l'est, ça a une dimension territoriale forte et des impacts sur le territoire qui sont vraiment très importants. Peut-être, pardon, allez-y, oui. Ouais, si je peux placer un petit exemple d'ailleurs à ce sujet qui est très édifiant et qui est vraiment un exemple qui est récent puisqu'il date d'il y a 6 mois. On avait il y a 6 mois un appel à projet avec un industriel de la région. Je ne vais pas le citer, ça n'a pas d'intérêt, mais l'exemple est important. Et sur lequel il avait un projet de remplacer sa chaudière combustion gaz par une chaudière biomasse. Dans ce cadre-là, on a répondu avec un partenaire sur un projet pour lui mettre une chaudière, pour lui apporter de la vapeur, en y brûlant des bois issus de déchets, donc de bois arrivés, donc issus de nos filières recyclage, et donc issus surtout de collecte, on va dire locale, évidemment, industrielle et déchetterie. Et je vais y venir plus tard, c'est que donc on a perdu ce projet parce qu'ils ont privilégié autre chose, mais on a surtout été éliminé quasiment au départ pour un no-go, on va dire, parce que c'était du bois issu de déchets. Et puis, peut-être un mois après, on avait un appel d'offres qui était sur les déchetteries de ce territoire-là. Et dans la négociation, en tout cas l'audition qui a suivi, on présentait un peu nos réponses, etc. Et le client se plaignait de l'augmentation des prix de la filière bois. Et donc, je lui ai expliqué un peu qu'il aurait pu avoir une belle solution si, on va dire, un accompagnement d'une instance locale. On accompagne ce projet dans lequel l'accompagnement du on va aider cette industrie à brûler du bois issu de nos déchetteries. Nos déchetteries ne coûteront pas très cher et ils seront traités localement. Voilà. Et en fait, ce qui manque toujours, d'ailleurs, c'est ce petit maillon fait que les projets se connectent et qu'il y a un intérêt commun. Voilà. Ça, c'était vraiment du concret, parce que c'est exactement. C'est du concret et c'est d'ailleurs un des points sur lesquels nous insistons en permanence. Très, très souvent, on a des acteurs qui travaillent de façon tout à fait cloisonnée. Et si jamais on est capable justement de faire tomber les cloisons, on réussit à des opportunités qui sont quelquefois très très différentes de ce qu'on peut avoir ailleurs. Merci beaucoup. Peut-être un regard croisé. Fanny, qui recueille des questions. Si vous avez des questions, vous intervenez quand vous voulez. C'est le cas ou pas? Oui, j'ai quelques questions. Vous m'entendez bien? Oui. On vous entend bien. Alors, une question peut-être d'abord pour vous, Franck Agneray. On a écouté avec attention votre témoignage. Une question sur le financement. Vous avez parlé d'investissements importants. Avez-vous eu besoin d'avoir recours à des financements? Oui, alors on a eu l'accompagnement déjà, alors pour les étapes précédentes, on a eu cet accompagnement de REF3 et 4 RNI. Évidemment, quand on attaque ce genre de projet, il faut savoir que Astradec est une entreprise qui fait 40 millions d'euros aujourd'hui, qui en faisait 30 l'année passée, qui en faisait 20 il y a 2 ans, donc qui est dans une très forte croissance. Et évidemment, alors si on rentre un peu dans la technique, mais la structuration du haut de bilan de ce genre de boîte est super importante, quoi. Donc, pour lever des fonds, pour structurer la dette financière, etc., on a besoin d'être accompagné. Aujourd'hui, il existe des fonds et des gens qui sont intéressés pour investir et prêter de l'argent sur des projets dynamiques dans ces activités-là. Mais évidemment, on a besoin de ça, quoi. On a besoin de se doter d'accompagnement sur des fonds. Oui, alors je signale que nous sommes en train de mettre en place, ce sera fait d'ici la fin de l'année, REF3 Financement, qui est un outil nouveau qui va précisément coordonner l'ensemble des financements disponibles et y ajouter une part tout à fait importante. Et on pourra travailler à la fois sur de l'equity, sur des prêts, sur des subventions pour répondre à des problèmes tels que ceux que vous venez d'évoquer. Je crois que c'est une chose importante.
D'autres questions, Fanny? Pardon. Et juste en complément, le rôle effectivement d'institutionnel de type REF3 est très important pour labelliser nos projets, quoi, hein. C'est-à-dire que quand on va, nous, derrière, faire le tour de table des financeurs, c'est très important d'avoir une labellisation de type REF3. Voilà, ça permet quand même de faciliter le dialogue. Oui, merci Franck Agneray. Alors, vous avez cité, Philippe, les 7 grands domaines stratégiques, hein, et notamment la mode en mode circulaire. J'ai une question justement, il y a eu 2 questions d'ailleurs sur la mode. Donc peut-être une question pour Aurore Colson. Pour que la mode circulaire devienne accessible au plus grand nombre de consommateurs, comment la région peut-elle associer ou associe-t-elle les grandes enseignes textiles du Nord? Alors ça, c'est aussi un vaste sujet, un vaste enjeu. Alors il faut déjà que les entreprises du Nord, alors c'est vrai qu'on a une tradition textile très forte sur notre région et il faut qu'on la maintienne parce que c'est aussi une source d'emploi et ça a été expliqué juste avant également par Agnès Jacques. Mais il faut qu'on les emmène avec nous dans cette démarche. Il faut qu'on leur montre et qu'on leur démontre et je pense que c'est aussi tout le sens de cette feuille de route, c'est de démontrer qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on est tous à un moment donné gagnants de cette démarche. C'est une vraie opportunité et donc il faut qu'on les entraîne. Il faut qu'on les entraîne avec nous. Donc je ne dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts parce que les logiques, elles ont été ancrées dans d'autres logiques de production et de fonctionnement et il faut maintenant qu'on donne à voir un autre système. Et je pense aussi que toutes ces startups, quelque part, hein, dans le monde de la mode aussi, montrent que c'est possible de faire autrement. Il faut juste donner l'ambition et la volonté. On l'a, nous, côté collectivité, côté région. Et donc, il faut qu'on transmette cette envie et cette façon de faire aussi aux grands groupes qui sont déjà un moteur. Certains sont déjà engagés dans ces démarches. Il faut qu'on aille plus loin aussi à leur côté. Et c'est là, précisément, l'intérêt essentiel de la démarche collective, précisément pour englober tout le monde. Mais on va y arriver, Aurore. Fanny? Oui, alors on a une autre question, Philippe, qui est… La dernière pour cette séquence, oui. La dernière. Aujourd'hui, la MEL présente son ambition de conduire des projets de métabolisme territorial. Alors, je suis allée voir la définition, excusez-moi. Le métabolisme territorial, c'est l'ensemble des flux d'énergie et de matière liés au fonctionnement d'un territoire. Comment le Conseil régional et REF3 s'inscrivent dans les projets locaux, notamment celui de la MEL, vis-à-vis de ce métabolisme territorial? Qui veut répondre? Mme Colson, peut-être comment, donc finalement, sinon, je vais le faire. C'est comment la région travaille avec la MEL sur ces projets ou d'autres territoires d'ailleurs. Non, mais je vais peut-être apporter une réponse générale. La démarche REF3, ce n'est pas une démarche qui part d'en haut et où les choses tombent en ruisselant. C'est une démarche précisément de cohérence, de cohésion, de fédération, où on est en quelque sorte en position de pouvoir accélérer et faciliter les projets qui sont des projets à la base, que ce soit ceux des entreprises ou des collectivités territoriales. Donc à chaque fois qu'une collectivité territoriale manifeste le désir de rentrer dans cette démarche, et croyez-moi, elles sont nombreuses. Vous avez cité la MEL, vous avez eu tout à fait raison, vous pourriez citer la communauté urbaine de Dunkerque, la communauté urbaine d'Arras, Amiens Métropole, etc., etc. Et donc, on ne peut que faciliter ces démarches qui vont dans ce sens-là. Et donc, avec la MEL comme avec d'autres, hein, nous travaillons précisément à la création de ce collectif et surtout à la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens. Alors, c'est sûr qu'il y a des collectivités qui sont mieux dotées que d'autres en raison déjà de l'importance de leur population et d'autres choses. Voilà, donc ce que je pouvais répondre sur la MEL. Et si vous le voulez bien, Fanny, vous avez évoqué 7 grands domaines. En fait, il y en a 8. Il y a un 8e domaine dans lequel, avec REF3, nous sommes très engagés dans la démarche d'économie circulaire. Et je vais terminer par ce 8e domaine, non des moindres, c'est le bâtiment. Nous avons devant nous des centaines de milliers, peut-être même des millions, enfin 2 millions de logements à rénover en Hauts-de-France. C'est un potentiel qui est un potentiel énorme, avec des perspectives de création d'emplois durables, avec aussi, disons, une retombée immédiate sur les modes de vie de nos habitants
Et donc, plutôt que de vous faire un exposé tout à fait théorique sur la question, ça le mériterait, je voudrais vous donner un exemple pour en parler, accueillir Jérémy Coudray, qui est PDG de Récinol. Je vais lui laisser le soin d'expliquer ce que c'est que Récinol et ce que c'est que l'association Lameta, qui nous explique comment il s'est engagé et surtout comment la démarche qu'il conduit peut être dupliquée dans la totalité de Hauts-de-France. Merci d'être avec nous, Jérémy Coudray. Bonjour Monsieur Vasseur, merci pour cette prise de parole. Donc pour faire très simple, donc nous sommes une société, donc CIPCO, qui est un groupe spécialisé dans l'économie circulaire en pratique. Et pour faire très simple, on a développé par intermédiaire de notre structure Rossi Group, donc Rossi Group qui est spécialisé dans la collecte et la transformation de déchets. Et je remercie aussi Franck Agnoret pour son intervention que je partage complètement, dans la mesure où on est sur des territoires différents et on se complète beaucoup. Et on a la même vision à ce niveau-là. Et donc, on a développé récemment le concept du village BTP. Donc, le village BTP, c'est quoi? C'est un marketplace physique et digital pour le BTP, où on vient retrouver un certain nombre de services sur un territoire, donc à savoir donc, de la collecte de déchets, bien sûr, du négoce de matériaux, donc du négoce de matériaux en partie issus des déchets qui sont collectés, dans la mesure où les déchets pour nous deviennent des ressources. Donc ces ressources sont remises à disposition sur le territoire, notamment des matériaux qui sont transformés, donc des matériaux évidemment issus des usines de fabrication dans lesquelles nous signons, là récemment on est en train de signer des contrats avec des fabricants où donc nous on collecte les déchets et on alimente les usines, des usines de fabrication de placo, des usines de fabrication d'isolants. L'idée, c'est d'avoir, dans le cas de la croissance verte, une économie circulaire vraiment en pratique. Donc, le but est de commercialiser. On va retrouver également au sein du village BTP un centre de formation, donc en partenariat notamment avec une structure qui s'appelle Format Protec, et de la location de matériel, enfin bref, un ensemble de services pour apporter sur un territoire un certain nombre, en gros, de services complémentaires où le client optimise son temps chez ses fournisseurs. L'idée, c'est vraiment de créer une richesse et de l'emploi sur les territoires. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, c'est la duplicabilité du concept. Et notamment, on est activement en ce moment en échange avec la communauté urbaine de Dunkerque, M. Vasseur, vous en parliez, dans la mesure où le concept qui est avéré gagnant sur la MEL, l'idée, c'est de le dupliquer sur d'autres territoires et on est fortement avancé actuellement avec Dunkerque sur un site industriel. Voilà. Et donc, un petit mot du coup sur la méta. La méta, pour le coup, dans ce cadre du village BTP, nous avons engagé des échanges avec la méta, qui est une émanation de LMH et Vilogia. Donc, il y a eu un appel à projet pour gérer les futurs déchets lors de la déconstruction des 10 prochaines années sur le territoire notamment de Roubaix-Tourcoing. Et donc, on s'est positionné avec 3 autres acteurs qui sont Néo-Eco, Ramery et Rabot, dans un premier temps, pour créer une sorte donc aujourd'hui c'est une SAS, mais une sorte de GIE, une joint venture qui va permettre de récupérer et transformer les déchets d'un territoire pour les recommercialiser dans la même dynamique que le village BTP. Voilà, donc sur un territoire notamment qui sera normalement Roubaix, mais c'est pas encore défini. Qui sera, pardon? Roubaix normalement, mais c'est encore en étude, donc voilà, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, mais d'ailleurs, je crois qu'on peut insister, on l'a évoqué tout à l'heure à propos de la mode circulaire, etc. Roubaix est une ville où il se passe énormément de choses dans le domaine de l'économie circulaire. Oui. C'est là où on voit le rôle que peut jouer une collectivité à partir du moment où elle est engagée dans une politique, etc. Bon, et là, on voit bien, par rapport à d'autres territoires, que la ville de Roubaix cartonne sur un certain nombre de points. Alors, c'est important ce que vous dites, parce que la déconstruction est un sujet auquel on va être confronté de plus en plus, compte tenu des plans qui sont en cours. Je pense notamment à ce qui se passe dans le bassin minier. Et le fait de pouvoir mettre en œuvre l'économie circulaire sur la déconstruction, ça va être aussi un enjeu qui sera un enjeu considérable. Et là-dessus, vous avez une petite longueur d'avance, peut-être même une bonne longueur d'avance.
Bonne longueur d'avance, en tout cas, on fait en sorte de l'avoir. L'idée, c'est vraiment… Et quand je dis vous, c'est pas vous tout seul d'ailleurs. Hein. Oui, vous oui, êtes Joker Rabo, vous êtes Joker Amri, etc. Donc il y a un écosystème en quelque sorte qui prend un peu de temps d'avance. Et là, c'est pour le coup, on remercie aussi des acteurs comme LMH et Bilogia, parce que seul, on peut aller vite, mais en tout cas, ensemble, on va plus loin. Et l'avantage, c'est qu'avec eux, on va vite et on va loin rapidement, parce qu'ils ont cette vraie volonté. Alors, d'une, sur un territoire qui s'engage pour l'économie circulaire, et aussi deux acteurs qui sont tout à fait conscients, qui sont générateurs de déchets et potentiellement de ressources. Et donc, l'idée, c'est déjà dans la tête des gens, c'est de sortir le mot déchet, qui est un petit peu aujourd'hui un peu historique. Et aujourd'hui, on peut considérer ces déchets comme des ressources. Et une bonne déconstruction, c'est potentiellement des matériaux qui seront réutilisés sur les futures constructions de demain. Alors, par du réemploi, bien sûr, mais tout n'est pas possible dans le réemploi, mais également dans le béton. L'idée, c'est à partir du béton, c'est de refaire du béton. Et c'est la motivation qu'on s'est donnée. Là, j'ai Hervé Pignot, le directeur régional de l'ADEME, qui m'envoie un message me disant Roubaix est démonstrateur national au niveau de l'ADEME de la conduite du changement sur l'économie circulaire. 0 décès, 0 gaspillage. Voilà, non mais bon, ce sont des choses qui méritent d'être soulignées. Vous voyez, bon, chacun correspond, chacun apporte sa contribution. Fanny, avez-vous des questions? Oui, j'ai des questions. Alors, il y a des remarques en général, des encouragements. Bravo pour ce projet ambitieux. Il y a une question que j'ai relevée sur les artisans et les TPE, PME du bâtiment. Comment les former au recyclage et comment les sensibiliser et utiliser de préférence ces matériaux recyclés? En gros, comment on embarque la profession? Alors, je vais répondre très simplement. Alors, dans le cadre du village BTP, j'y reviens. Il y a deux axes très forts qui sont le premier, c'est la tarification. C'est-à-dire que dans la déchetterie professionnelle pour les artisans, les TPE, c'est les inciter économiquement à mieux trier. C'est-à-dire que plus ils trient, moins ça coûte cher. C'est-à-dire que bien trier le bois, bien trier le carton, bien trier le béton, ça permet d'avoir des économies importantes. Que de tout mettre en mélange, qu'on appelle déchets en mélange, qui coûte très cher. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans le tri et leur montrer, dans le second temps, par l'intermédiaire de formation, c'est-à-dire que je vous ai présenté rapidement Format Protec, qui est nos partenaires sur la formation, sur les métiers de formation matérielle. Et l'idée, c'est d'y mettre également de la formation sur les métiers du déchet et de la valorisation, et d'y montrer le sens de trier les déchets, et pour quelles raisons on trie les déchets. Quel est le devenir des matériaux qui sont triés. Donc pour le coup, c'est pour ça qu'on a été les premiers notamment à racheter les déchets béton sur le territoire. Aujourd'hui, le déchet béton n'est plus un déchet, mais une ressource dans la mesure où on rachète le déchet béton. Voilà. Principe de base de l'économie circulaire. Exactement, c'est donnant-donnant. Fanny? Alors, vous l'avez dit, le modèle est duplicable. Et comment alors? Comment? En fait, l'idée, c'est que donc, le village BTP, c'est une structure juridique qui vient louer un foncier sur un territoire. Ce foncier, donc géré par le village BTP, sur son concept, va ensuite mettre à disposition, donc aménager le foncier pour mettre à disposition sur un territoire un négoce de matériaux, une location de matériel, une activité de recyclage, un centre de formation. L'idée du village BTP, c'est pas d'y mettre simplement les structures que l'on a intégrées dans notre groupe. Nous, on s'est voulu démonstrateur. Et donc, pour être démonstrateur, généralement, il faut mettre la main à la pâte. Donc, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes pour montrer que ça fonctionne. Et à partir de là, on pourra montrer la duplicabilité sur le territoire. Et donc, c'est le village BTP qui viendra sur le territoire. On viendra, alors nous, notre ADN, c'est le recyclage. Mais l'idée, c'est de s'appuyer sur les économies locales. Donc, il y a des beaux négoces de matériaux sur certains territoires sur lesquels on peut s'appuyer avec des loueurs de matériel, notamment, pour créer une vraie synergie sur un territoire et créer une vraie dynamique. Ah, c'est la vertu de l'exemple, en quelque sorte. Un bon exemple, bien concret, vaut mieux beaucoup de discours. Merci beaucoup. Merci Jérémy, merci Fanny. Je voudrais peut-être terminer en demandant leur regard croisé à Agnès Jacques et Aurore Colson. Agnès, peut-être pour commencer. Agnès Jacques, donc directrice déléguée régionale de l'ADEME, sur tout ce qui vient d'être dit, sur tout ce qui vient d'être présenté. Oui, merci Philippe. Bravo aux intervenants et puis également au fil conducteur que vous avez construit autour de toutes ces filières
essentiel pour notre région, hein, que ce soit du point de vue des entreprises ou du point de vue du consommateur. Moi, mon regard, il va porter sur effectivement sur peut-être une entrée qui est celle du métabolisme, qui a été citée par Fanny tout à l'heure via une question. Parce qu'il me semble qu'au-delà de nos travaux régionaux, et notamment l'étude prospective que j'ai eu l'occasion d'évoquer, je crois que maintenant, le passage à l'action, la mise en œuvre, elle va effectivement se réaliser au cœur des territoires. Alors avec différents ingrédients qu'il faudra réunir, et l'un des principaux ingrédients, ce sont les richesses propres au territoire, à la fois les ressources matières, puisque on ne produit pas tout chez nous, mais on a en tout cas un certain nombre de ressources issues notamment de l'économie circulaire par les matières secondaires. Donc, il faut savoir les identifier, les mobiliser au mieux. Les autres ressources, c'est aussi des ressources humaines, hein, tous les facilitateurs, les faiseurs de liens, et puis, bien sûr, les entreprises qui sont en train d'évoluer dans leur modèle, dans leur pratique. On l'a bien vu à travers les illustrations de ce matin. Et puis, des enjeux aussi économiques et financiers, puisque partir de la maîtrise et la mobilisation de ces ressources locales, c'est aussi être moins dépendant de coûts d'approvisionnement extérieur, donc c'est maîtriser ses coûts de fonctionnement, et c'est aussi dégager parfois des marges de manœuvre aussi jusqu'aux habitants. Le territoire de la ville de Roubaix qui a été cité est assez exemplaire aussi à ce point de vue, puisque dans l'accompagnement des habitants dans la démarche dite zéro déchet, dans l'accompagnement aussi d'autres acteurs, hein, les petites entreprises, les services de la commune, etc., on voit bien que en reprenant un peu la maîtrise sur ses propres modes de consommation et d'usage, on fait aussi des économies, et des économies qui améliorent finalement le cadre de vie et qui offrent des opportunités parfois pour dégager un petit peu de marge de manœuvre, peut-être pour une consommation plus responsable et plus vertueuse aussi. Donc je pense que effectivement un des enjeux pour l'avenir, c'est de pouvoir travailler au cœur des territoires sur ce fameux métabolisme, et c'est ce qu'on va proposer d'ailleurs, hein, avec les partenaires, de rentrer de la même manière qu'on fait des études autour de l'énergie sur les enjeux de réduction des consommations et de potentiels locaux. On va proposer aux territoires à l'avenir de travailler dans cette voie-là autour des enjeux des flux de matière. Merci Agnès. Aurore ? Alors, moi, je rajouterais déjà un mot à mes 3 mots tout à l'heure, c'est opportunité. On voit bien par les exemples que vous nous avez présentés, par les diverses aussi échanges et retours d'expérience, en tout cas des 2 participants aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir tellement d'autres, que vraiment, en s'engageant dans le chemin de l'économie circulaire, on est en capacité de répondre à tous les enjeux de demain et de se réinventer un modèle, que ce soit un modèle économique, un modèle de service public aussi. On n'en a pas parlé, mais on a aussi des exemples de collectivités qui repensent leur service public différemment grâce à l'économie circulaire. Et puis, voilà, moi, ce que vient de dire Agnès Jacques, c'est un intérêt essentiel. Effectivement, les territoires, c'est une porte d'entrée qui est primordiale. Ce qu'on fait avec les entreprises, les grandes et petites, en termes d'accompagnement financier, on peut aussi le faire, et la région, elle est bien placée pour ça, accompagner tous les territoires, que ce soit les grands, on parlait tout à l'heure effectivement de la Melle, on parle du Dunkerquois, c'est des territoires qui ont une ingénierie déjà qui est présente sur leur territoire, ils sont en capacité de monter leurs projets et d'aller assez vite, assez loin. Il faut aussi que nous, côté région, on accompagne les territoires à des échelles beaucoup plus petites, plus réduites, mais pour leur montrer aussi que l'économie circulaire, c'est fait on peut faire avec eux, on peut les accompagner. Et je pense que là, ce que vient de présenter Agnès Jacques, c'est déjà une première pierre pour les faire entrer dans ce dispositif. Et ensuite, nous, on sera à leur côté aussi pour les accompagner et pour développer les ambitions avec eux. Et ce qui est important également dans le cadre territorial sur les sujets qui viennent d'être évoqués, qui viennent d'être évoqués par Agnès et par vous, c'est le fait que la population se sent directement concernée. Quelquefois, quand on parle de REF 3, quand on parle des mutations, des transitions, etc., la population, les habitants, les citoyens ont le sentiment que c'est un peu loin d'eux. Là, pas du tout. On est vraiment au cœur du système, et je trouve que c'est vraiment important. Vous avez vu la mission qui vous attend en présentant après-demain votre feuille de route sur l'économie circulaire. Hein, c'est l'avenir de la région que vous portez entre vos mains. Enfin, une partie. Allô, on vous entend plus là.
J'ai recoupé, désolé. C'est effectivement une mission importante, mais je dirais que ça va surtout continuer, non pas commencer demain, mais continuer demain, parce qu'on a déjà bien avancé en région. On a déjà une sorte de leadership sur ces questions. Il faut qu'on continue collectivement à aller plus loin. Et on a encore de beaux projets et de belles choses à monter tous ensemble sur ces sujets. On l'évoquait tout à l'heure, mais il y a encore des grands chantiers à mener ensemble. Oui, j'en suis tout à fait convaincu. D'ailleurs, je pense que l'impression que nous avons donnée, me semble-t-il, dans ce webinaire, c'est précisément cette notion de coopération qui est tout à fait fondamentale sur des sujets qui sont des sujets véritablement concrets. Merci de votre participation et de votre implication. C'était notre 5e webinaire. Le 6e aura lieu mardi prochain, également de 12h à 13h, le 24 novembre. Il sera consacré à l'industrie décarbonée, qui est un vaste sujet aussi, qui est un sujet tout à fait considérable. Et puis, nous aurons la bioéconomie le 1er décembre et on aura le 8 décembre une vision un peu panoramique de tout ce que nous avons dit pour faire comprendre concrètement quels sont les enjeux de REF3 et en quoi c'est un axe fondamental pour le futur de cette région. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous et rendez-vous, je l'espère, mardi prochain.